Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Renault 9 GTL de 1987. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'une voiture de collection française. Et ça bien sûr grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous présenter cette Renault 9. Donc d'ailleurs, tout d'abord, si vous êtes un peu plus jeune que moi, la Renault 9 ne doit pas vous évoquer grand chose. À l'époque, dans les années 80, cette Renault 9 dans la gamme de Renault, c'était une voiture qui était d'ailleurs disponible sous deux noms. Vous aviez la Renault 9 que je vous présente aujourd'hui, donc qui est avec une carrosserie tricorps. Et vous aviez la même voiture avec un haillon à l'arrière, donc en bicorps, qui elle était appelée la Renault 11. Mis à part ces différences de carrosserie, les deux voitures étaient quasi identiques. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous présente la version tricorps, la Renault 9. C'est un modèle de 1987, donc une des dernières années de production pour ce véhicule. Et elle est en finition GTL, qui était, dirons-nous, le milieu de gamme à l'époque. Il y a eu différents niveaux de finition sur cette R9 et aussi sur la R11. Il y a même des versions maintenant qui sont un peu recherchées, un peu performantes, qui étaient équipées d'un turbo. Aujourd'hui, c'est vraiment une voiture, on va dire, populaire, que l'on croisait très souvent dans les années 80. C'est d'ailleurs un modèle qui s'est vendu pendant longtemps et à de très grands nombres d'exemplaires. Il y en a eu plusieurs millions qui ont été vendus. Alors qu'aujourd'hui, sur la route, il n'y en a quasiment plus. Elle est en phase 2, donc elle n'a pas exactement la même carrosserie que les premières du début des années 80. Et la motorisation sur cette GTL, c'est un 4 cylindres en ligne alimenté par carburateur. Sa cylindrée est de 1,4 litre et sa puissance 68 chevaux. Ça peut sembler modeste si on compare avec nos moteurs surpuissants qui équipent nos voitures à l'heure actuelle. Mais gardez bien à l'esprit que cette voiture, qui est une familiale compacte, ne pèse que 860 kg. C'est plus léger qu'une micro-citadine moderne. La motorisation est bien sûr reliée au roue avant, ce qui peut sembler tout à fait classique à notre époque, mais au début des années 80, c'était pas si fréquent que ça d'avoir ce genre de voiture en traction. Bien que la finition que je vous présente aujourd'hui soit du milieu de gamme, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce modèle, car vous allez voir que la voiture que je vous présente est dans une finition, enfin dans un état exceptionnel pour une voiture des années 80 et surtout avec un kilométrage aussi élevé. Là au compteur, elle a un peu moins de 320 000 km et vous pouvez voir que ce soit la carrosserie ou l'intérieur, tout est quasiment en état neuf alors qu'elle n'a pas été restaurée. C'est juste une voiture qui a été très bien entretenue tout au long de sa vie. Sachez d'ailleurs que le propriétaire actuel n'est que le deuxième propriétaire de cette voiture. Alors je suis sur le même parcours qu'habituellement, donc on commence bien sûr par un centre-ville. Et pour l'instant, il n'y a vraiment aucune difficulté avec cette voiture. Elle se manœuvre très simplement. Je ne pense pas qu'il y ait de direction assistée. Et pourtant, ça se manœuvre très bien. Tout simplement parce que la voiture est très très légère, comme je vous l'ai dit, 860 kg. Donc là, ça se manœuvre bien. Le volant est d'un bon diamètre. Par contre, il est en plastique. La prise en main n'est pas ultra agréable. Ce qui rend aussi l'utilisation de ce véhicule très facile en ville, c'est les espaces vitrés. Contrairement à des véhicules modernes où les espaces vitrés sont réduits au minimum afin de privilégier des espaces de déformation pour la sécurité, là à l'époque, on privilégiait encore la visibilité et on voit super bien. La luminosité est présente. Franchement, c'est de nouveau très facile à conduire. Bon, bien que les espaces vitrés soient gigantesques, si nécessaire pour prendre les infos derrière nous, on a bien sûr des rétros. Et vous voyez que les rétros sont réglables depuis l'intérieur du véhicule, ce qui n'était pas ultra fréquent à l'époque.
Bon, je continue toujours mon périple en ville et je suis aussi très surpris du faible niveau sonore sur cette voiture. Le moteur finalement fait assez peu de bruit. J'ai les vitres ouvertes afin de faciliter le flux d'air vu qu'il n'y a pas de climatisation dans cette voiture. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour refroidir un peu les caméras. Mais je m'attendais à avoir un peu des tremblements, un bruit de moteur très présent, même à faible régime, comme sur pas mal de voitures des années 80. Et finalement, non, c'est vraiment très discret. En plus, le moteur peut s'utiliser à très faible régime. Là, je suis à peine à 70. Je suis déjà en 5e. Franchement, c'est très agréable. Et finalement, le niveau de performance pour l'instant est largement suffisant. Par contre, quand on monte dans les tours, vous allez entendre que la sonorité moteur est quand même assez sympa. Vous voyez qu'on a un échappement à l'arrière qui est coudé vers le bas. J'ai pris le bruit de celui-ci quand on accélère un peu. Je vous fais écouter ça. Maintenant les amis, nous arrivons sur le lieu que j'utilise à chaque fois pour tester l'accélération. On va bien sûr faire la même chose avec cette voiture. Donc je rappelle que c'est une voiture ancienne, alimentée par carbu. Il n'y a bien sûr pas d'ABS, pas d'aide électronique, il n'y a rien du tout. Elle est donnée pour 68 chevaux, 860 kg plus moi à l'intérieur. Voyons ce que ça donne pour le 0 à 100. Alors j'ai pas de compte tour, donc je fais ça à l'oreille. J'arrive à 60, 70, 80. Je passe la 3. 90. 95 et 100. Maintenant, je freine. Alors par contre, la sensibilité au freinage, hein, là c'est vraiment une voiture ancienne. Hein. Ça freine vraiment pas terrible, c'est un peu mou. Lorsqu'on appuie sur la pédale, on va réitérer le test dans l'autre sens. Maintenant, on vérifie si ça braque bien. Donc c'est une voiture qui n'est pas si grande que ça, elle fait 4 mètres de long. Allez, je braque à fond. Et donc non, c'est sûr, il n'y a pas de direction assistée. Il faut vraiment que je fasse avancer un tout petit peu la voiture afin que celle-ci tourne plus facilement. Donc ça braque bien. Pas réellement de problème. Bon, on est reparti pour un test d'accélération, mais je suis pas sûr de le réussir parce que ici la route est déformée et ça va m'obliger à faire un écart. De toute façon, on l'a déjà fait dans l'autre sens. Là, ce que je vais surtout essayer de tester, c'est les freins de nouveau. Allez, c'est parti. On arrive rapidement à 60, 70. Ah, il y a une voiture, il faut que je ralentisse. Ouais, le freinage n'est vraiment pas terrible. Pour l'instant, c'est le point que je n'aime pas. C'est très mou. Ça finit par freiner néanmoins, mais c'est vraiment pas dingue. Vous voyez également que cette voiture est équipée de roues assez petites. Hein. C'est du 13 pouces, des pneus en 155. Et elles sont équipées d'un joliver siglé Renault. Bon, au niveau des perfs, de toute façon, fallait s'y attendre. Hein. C'est loin d'être dingue. Ça n'a jamais été conçu pour ça de toute façon. Il y avait des versions sport qui pouvaient répondre à ce genre de demande. Maintenant, parlons un peu de l'intérieur. Donc déjà, nous avons des sièges qui sont très mous. Alors je ne sais pas si c'est comme ça d'origine ou tout simplement parce que les mousses sont maintenant un peu vieilles. Mais finalement, le fait que ce soit très mou, c'est très confortable. Et j'ai le même sentiment que ce soit devant ou derrière. Les sièges sont réglables en écartement par rapport au tableau de bord, bien sûr. Ils sont réglables en inclinaison au niveau du dossier. Et vous avez aussi toute l'assise qui peut s'incliner légèrement. Tout ça, bien sûr, ce sont des réglages purement manuels. Il n'y a pas de réglage électrique, vous pouvez vous en douter. Le tableau de bord est assez simple et je suis surpris que dans une Renault aussi ancienne, tout soit encore en aussi bon état. On a presque l'impression que le tableau de bord est neuf. Donc vous voyez que c'est un plastique qui reprend un petit peu la texture du cuir, mais c'est un plastique dur.
Celui-ci intègre quelques vides-poches sur la partie haute. Et vous voyez qu'on a sur la partie basse du tableau de bord la console centrale qui comprend bien sûr la climatisation, enfin tout ce qui gère les aérations plutôt, parce qu'il n'y a pas de réelle climatisation sur ce véhicule. On a un rangement pour des cassettes, une petite horloge numérique, les quelques boutons pour les feux de détresse, le dégivrage, les feux de brouillard. On a un allume-cigare, le cendrier. Et tout cet ensemble est cerclé d'un petit truc en aluminium. C'est plutôt joli. On a aussi une baguette en aluminium qui sépare la partie haute de la partie basse du tableau de bord. De nouveau, c'est plutôt pas mal. Et on retrouve un peu la même finition sur les portes. Vu qu'on a des parties qui sont en plastique, c'est le même plastique que le tableau de bord. Et le reste qui sont avec un tissu gris, de nouveau en parfait état sur cette voiture assez ancienne. Et le compteur devant moi est simple, mais très facilement lisible. On a tout d'abord la vitesse, bien sûr. On a ensuite une jauge qui vous dit votre réserve de carburant, la température du liquide de refroidissement. On a aussi une jauge qui, lorsque vous mettez le contact, vous indique votre niveau d'huile. Et ensuite, ça vous dit si la pression d'huile est bonne. Et le reste, ce sont les voyants qui sont d'ailleurs, à mon avis, communs à l'ensemble des R9, vu qu'il y a des voyants pour l'instant, enfin des voyants sur cette voiture qui ne sont pas utiles, comme par exemple le voyant de préchauffage. Alors ici, je suis dans une côte, je suis en 3e, j'accélère un peu fort, je suis à 60, 70, 75. Franchement, de nouveau, c'est pas extrêmement performant, hein, très loin de là même, mais c'est suffisant. Là, j'ai pas eu besoin de me remettre en deux pour reprendre un peu de vitesse dans cette forte pente. Ça passe. Maintenant, me voilà sur un Dodane. Je suis à 30 km/h. C'est confortable. Pour l'instant, j'ai pas été secoué. C'est pas tape-cul du tout. Là, de nouveau, un Dodane. Je suis à 40. Ouais, c'est plutôt mou. Hein. Ça absorbe très bien un Dodane. Là, je vais le prendre encore un petit peu plus vite. Je suis à 45. Ouais, franchement, même à 45-50, le Dodane, je le sens à peine. La suspension est vraiment typée confort. Alors, j'ai oublié de le préciser, même si je l'ai un peu évoqué. Ce moteur est lié à une boîte mécanique à 5 rapports, ce qui était quand même déjà pas mal dans les années 80. Beaucoup de voitures étaient encore équipées de boîte 4. Et vous voyez qu'on a une marche arrière qui s'enclenche avec une petite bague qui se soulève. C'est un système qu'on trouve encore sur des Renault beaucoup plus récentes. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Voyons comment cette voiture se comporte. Je rappelle que ce n'était pas une finition sport. Donc dès le premier virage, on voit bien que les sièges n'ont aucun maintien. On est tout de suite éjecté vers la porte. La voiture, elle, sinon, remonte au maximum autorisé facilement, surtout que là, on est en descente. Le moteur devient un peu plus audible lorsqu'on monte dans les tours. Mais clairement, le freinage et globalement la tenue de route ne sont pas là pour vous inciter à rouler très fort. Tant que vous restez à des vitesses raisonnables, ça passe. La voiture ne perd pas en trajectoire, même si la direction est un peu floue. Tant que vous êtes raisonnable, ça passe. À aucun moment, ça m'inciterait vraiment à vouloir faire le fou. Et je peux aussi facilement me mettre en 5e. Le moteur est souple, la boîte est plutôt bien étagée. Donc je me doute qu'en étant avec un rapport élevé le plus souvent, eh bien on va baisser notre consommation. D'ailleurs, le propriétaire me disait que c'était clairement une de ces voitures qui consomme le moins. Il me disait consommer entre 6 et 7 litres au 100 avec cette voiture, alors qu'elle est loin d'être récente. Comme je vous le disais en début de test, cette R9 se distingue de la R11, surtout par son coffre. La R11 avait un haillon, là on a vraiment un coffre. Donc celui-ci est plutôt grand,
Mais bien sûr, contrairement à la R11, on ne peut pas atteindre l'intérieur de la voiture via le coffre, hein. C'est un espace, on va dire, qui est autonome. Le coffre est vraiment pas mal. Vous voyez que on a les outils pour changer une roue qui sont à l'intérieur, mais par contre la roue de secours, elle, est en dessous du plancher. Donc ça ne nuit pas sur l'espace du coffre. Ensuite, si nécessaire, on a quelques rangements à l'intérieur, mais il faut avouer qu'ils sont assez faibles. Déjà, on a des rangements dans les portes à l'avant, mais sachez que ceux que vous voyez aujourd'hui ne sont pas ceux d'origine. Ça a été remplacé par le propriétaire, car quand il a eu la voiture, ses bacs dans les portes étaient cassés. Donc là, ils sont un petit peu plus grands que d'origine. Normalement, on a une boîte à gants qui ferme. Aujourd'hui, vous voyez que la porte n'est plus présente, donc ça justifie pourquoi tout s'est cassé la gueule lorsque j'ai fait le test de freinage. Et comme je vous l'ai dit, on a 2-3 vides-poches en haut du tableau de bord. Et c'est tout. Malheureusement, au niveau des rangements à l'intérieur, c'est quand même assez sommaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, c'était une voiture vraiment populaire. Ça se voulait une voiture familiale. Donc, vous pouvez envisager de mettre des adultes à l'arrière. D'ailleurs, j'ai essayé de m'y mettre. Je vous donne mon retour lorsque j'ai tenté de mettre mes grosses fesses derrière. Donc les amis, me voilà à l'arrière de cette Renault R9 et de nouveau, je suis très surpris. Finalement, il y a beaucoup de place, on est plutôt bien. Ce qui surprend au premier abord, ce sont les sièges. La mousse est très très confortable. Le tissu, lui, est le même qu'à l'avant. Ça ressemble un petit peu à un damier, dirons-nous. Mais la mousse est extrêmement confortable. On est instantanément englobé par cette mousse et on est vraiment très très bien. Par contre, ce qui trahit que c'est une voiture quand même ancienne, il n'y a pas d'appui-tête à l'arrière. Les ceintures, même si elles sont présentes, il n'y a pas d'enrouleur. Donc ça dénote par rapport à un véhicule moderne. Petite chose aussi qui montre bien qu'on est dans les années 80, vous avez un cendrier dans chaque porte. Donc même si vous avez des enfants à l'époque, ils fument, hein, c'est normal. Et vous avez à peu près la même finition devant et derrière, hein. On retrouve les mêmes plastiques, les mêmes tissus dans les portes. Les vitres à l'arrière sont également avec une manivelle. Il n'y a pas de rangement à l'arrière, vous n'avez même pas de porte-documents dans les sièges, ça c'est un peu dommage. Et c'est très très classique. On a néanmoins une poignée de chaque côté pour se maintenir. On a pas mal de lumière dans le véhicule parce que l'espace vitré est vraiment énorme par rapport à une voiture moderne. Et le ciel de toit est gris clair. Donc ça va encore. On a de la lumière à l'intérieur. Et finalement, bah, c'est confortable, hein. On peut rouler en tant que passager, même en tant qu'adulte, hein. Vous voyez que moi, j'ai largement de la place. C'est vraiment une voiture du quotidien, une voiture familiale. Un détail qui montre également que c'était vraiment conçu comme une familiale, cette voiture a à l'arrière des sécurités enfants. Et j'ai pas le souvenir d'avoir testé des voitures plus anciennes que celle-ci qui avaient ce dispositif. Alors, nous allons maintenant mettre cette voiture de collection sur l'autoroute. Voyons si c'est encore tout à fait utilisable. Donc là, je suis en quatrième, j'accélère un bon coup et je m'insère. La prise d'info est parfaite. On n'a presque pas d'angle mort. J'arrive à 100 km/h. Je suis pied au plancher, 110. Ici, c'est en légère. Et finalement, j'arrive à rouler aux mêmes vitesses que les autres sans difficulté. Maintenant, je passe la 5 et je me maintiens à 110. Franchement, aucun problème. Bon, en termes de sonorité, je pourrais pas vous dire, vu que là, moi, j'ai des fenêtres grandes ouvertes. Donc forcément, c'est un peu bruyant. Mais pas de réel problème pour rouler sur l'autoroute. De mémoire, elle était donnée à l'époque pour une vitesse max frôlant les 160 km/h. Pour revenir un petit peu sur le style de cette voiture, je vous ai dit que c'était une phase 2, donc elle se veut un petit peu plus moderne dans son design que les premières qui ont été produites au début des années 80. Au niveau de l'éclairage, vous voyez que bien sûr ce sont encore des éclairages à ampoule, hein, les LED à l'époque n'existaient pas.
Ce sont des surfaces en verre, enfin les optiques à l'avant sont en verre. Il n'y a pas de répéteur de clignotant sur le côté. Et la voiture est équipée d'un feu de brouillard à l'arrière, mais il n'y en a pas à l'avant. Je suppose que c'était disponible uniquement en option ou sur des finitions plus hautes. Allez, une dernière accélération. Je suis en troisième. 70, 80. Ouais, très vite, je retrouve le même niveau que les autres. Hein. J'ai vraiment pas l'impression d'être en difficulté. Hein. C'est largement suffisant ce niveau de performance. Et pourtant, là, on est sur du matériel vraiment, on va dire, hors d'âge. Parce que même à l'époque, le moteur qui était dedans, c'était pas une première jeunesse. Hein. C'était un moteur qui avait été conçu il y a très longtemps. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, à la conduite, cette voiture ne pose vraiment pas de problème. La seule chose qui mérite qu'on s'y réhabitue un peu, c'est le freinage. Parce qu'il est vraiment avec une sensibilité qui n'a strictement rien de comparable avec ce qu'on pourrait avoir dans un véhicule moderne. Mis à part ça, ça se roule, ça s'utilise bien. Hein. Il n'y a pas vraiment pas de problème. Les gens bafouillent. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule de collection et c'est pas vraiment un véhicule recherché. Du moins dans cette finition GTL qui était du milieu de gamme, les gens s'en sont assez vite désintéressés et je pense qu'une bonne majorité de ces voitures sont maintenant depuis longtemps parties à la casse. Seuls les plus beaux modèles et celles avec des finitions plus haut de gamme, comme par exemple une turbo, sont encore un peu recherchées. Donc si jamais vous souhaitez trouver un modèle comme celui que je vous présente aujourd'hui, une GTL, en bon état, même très kilométré, c'est pas un problème parce que globalement il semblerait que ce soit fiable. Il faut juste faire attention, comme sur toutes les voitures de collection, à la corrosion. Mais là, moi je suis bluffé par l'état de conservation de cette voiture. C'est hallucinant. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez bien cette voiture, si là j'ai vraiment de la chance ou si c'est normal, si c'est un véhicule qui vieillit bien. Néanmoins, vu que ce n'est pas un véhicule qui est recherché, si vous regardez les annonces pour une GTL comme je vous présente aujourd'hui, même en très bon état, ça dépasse rarement les 2000 €. Donc je dirais vraiment que si vous êtes intéressé par une Renault d'occasion, par exemple si vous étiez à la recherche d'une Renault 5 ou d'une Super 5, eh bien penchez-vous sur cette R9 car elle est vraiment dans le creux de la vague, les gens l'ont oublié, ça vaut rien d'occasion et vous retrouverez quasiment les mêmes sensations. Je dirais même que en termes de performance, aujourd'hui avec ce moteur 1,4 litre 69 chevaux, c'est un peu mieux que ce que personnellement j'avais sur ma Super 5 qui avait un moteur, je crois que c'était un 1 litre 40 chevaux. Là, c'est beaucoup plus confortable d'avoir ce petit surplus de puissance. Donc voilà, si vous cherchez une Renault d'occasion pas chère, une vraie voiture à vivre, eh bien intéressez-vous à cette Renault 9. C'est une très bonne surprise. Après, oui, c'est pas une voiture qui fait tourner les têtes et qui n'a pas la sympathie que vous apporterait une Renault 5 ou une Super 5. Ça, il faut l'avouer. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait globalement le tour des caractéristiques de cette Renault 9 GTL de 87. Si parmi vous, il y en a qui connaissent bien mieux que moi ce genre de modèle, eh bien n'hésitez pas à nous faire part de votre science. Dites-nous qu'est-ce que j'ai pu mal comprendre ou les approximations que j'ai pu faire. Enfin, les puristes seront là pour me corriger, ils adorent ça. Et comme d'habitude, si vous avez des questions concernant ce modèle, eh bien, faites vivre l'espace commentaire. Je pense que je pourrai répondre à certaines questions et que les passionnés pourront également vous répondre. De mon côté, je tiens de nouveau à remercier mon abonné qui n'a pas hésité à faire un peu de route avec cette voiture de collection afin que je puisse vous la présenter. Et je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de tous ceux et celles qui sont venus jusqu'ici en Normandie pour me prêter un véhicule, que ce soit voiture, moto, quad, trike, enfin peu importe. Merci encore à vous tous et à vous toutes. C'est grâce à l'ensemble de mes abonnés que je peux vous proposer autant de contenu et surtout autant de diversité.
de nouveau, merci. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, vu que vous l'aurez compris, je teste régulièrement ce genre de machine. Je vous dis à bientôt. Et bien à tous! Maintenant que j'ai pu tester cette R9, je serais vraiment curieux de tester une R11 et si possible, bien sûr, dans la version turbo. Je pense que ça doit être très différent en sensation de conduite.